Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, on parle de l'histoire dramatique et bizarre de la mort de Faith Hedgepeth. À peine 19 ans, elle a été retrouvée sur son lit dans sa résidence qu'elle partageait avec une copine, Karena Rosario. Les deux étaient près de l'université de Caroline du Nord, là où elles étudiaient. Faith Hedgepeth était la première de sa famille à faire des études universitaires. Dans la ville de Chapel Hill, c'est un choc. Ils ont une criminalité en moyenne de moins de 1 décès par an. Donc ça veut dire qu'il y a des années où il n'y en a pas. Mais cette année, en 2012, ce fut le cas de Faith. Autour de ce crime, il y a énormément de mystères. Un appel au 911 un peu douteux, une abondance d'ADN sur la scène de crime, une note trouvée près du corps et un curieux enregistrement. Mais malgré tout ça, la police mettra plus de 9 ans à faire une arrestation. Cette histoire est la plus longue enquête de Caroline du Nord. Et en plus, je ne pense pas qu'elle soit prête à être élucidée. Malgré cette arrestation, il y a beaucoup de doutes qui subsistent. Et vous allez voir dans cette affaire que, à chaque fois que la police pense à quelque chose, c'est souvent le contraire qui est prouvé. Rien ne concorde, rien ne marche. Et cette arrestation n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Faith Danielle Hedgepeth est née le 26 septembre 1992 dans le comté de Warren, en Caroline du Nord. Elle est membre d'une tribu indienne, les Aliwa Saponi. Elle y a grandi. C'est une communauté très soudée. Elle a été élevée entourée de sa famille, ses parents, ses 2 frères et sa sœur. Quand elle avait 1 an, pourtant, ses parents se sont séparés. Ronald, son père, avait un problème de drogue. Ils ont divorcé, mais il est toujours resté dans la tribu. Donc, il a participé à l'éducation de tous ses enfants. Sa grande sœur, Rolanda, avait 18 ans quand Faith est née. Et elle a participé à son éducation. Quand on l'écoute parler, il y a un amour maternel qui ressort. Quand Rolanda a perdu sa sœur, elle dira qu'elle a perdu une partie de elle-même. Ses amis de la tribu et de l'université disent que Faith était sociale, marrante, un vrai rayon de soleil. Elle est cheerleader et elle est très impliquée dans sa tribu. Mais en plus, Faith est une très bonne étudiante. Elle a des notes excellentes. Grâce à ses notes et son implication dans des activités extrascolaires, elle reçoit une bourse. En plus de ça, elle travaille dans une cafétéria pour subvenir à ses besoins. Elle rêve d'être pédiatre. Cela veut dire que ses études vont être longues et coûteuses. Au moment de son décès, Faith est en colocation avec Karena Rosario, qui elle aussi fait partie de l'université de Caroline du Nord. Les deux vivent dans une petite résidence en dehors du campus. Ce complexe d'appartements, Hawthorne at the View, ne loge pratiquement que les étudiants de l'université de Caroline du Nord. Le petit ami de Karena vient souvent dans cet appartement et début 2012, Eric Tacoy est pratiquement installé chez elle. Mais la relation entre Rosario et lui est assez houleuse. Les choses ne se passent pas très bien. En juin 2012, Rosario appelle la police parce qu'il l'a frappé. Il est arrêté pour violence domestique. Après ça, il essaye de renouer les liens avec Rosario, mais elle ne veut pas. Elle souhaite arrêter cette relation abusive. Eric Tacoy, bien sûr, ne comprend pas de suite. Il essaye de pénétrer dans l'appartement des filles. Elles changeront la serrure de la porte. Fou de rage, Eric Tacoy va la défoncer à coups de pied. Il fera ça 2 fois. À chaque fois, la police est intervenue. Et ce sera Faith qui amènera sa colocataire au juge pour qu'elle porte plainte contre Eric Tacoy et surtout qu'elle obtienne une ordonnance de restriction, de protection. En apprenant ça, Eric Tacoy retourne sa fureur contre Faith et il lui écrit un texto. Il lui dit que si lui et Rosario ne se remettent pas ensemble, il va la tuer. Au mois de juillet 2012, Eric Tacoy a mis toute la honte et l'humiliation d'avoir été plaqué sur la tête de Faith. À partir de là, entre les filles et Eric Tacoy, il n'y aura plus d'incident. Sauf que Eric Tacoy n'arrête pas de dire à ses amis qu'il déteste Faith. Quelques heures avant le drame, le 6 septembre 2012, à 17h45, Faith a rendez-vous pour être recrutée par la sororité Alpha Pi Omega. Et c'est très important pour elle parce que cette sororité dans le campus de Caroline du Nord représente la tribu des Aliwa Saponi. Après cet entretien, à 19h45, elle rentre chez elle, dans le complexe d'appartements Hawthorne at the View.
Là, elle a rendez-vous avec Rosario. Les deux doivent partir à la bibliothèque. Elles ont un projet commun à faire pour l'université. Elles arrivent là-bas vers 20 h. On sait qu'à son arrivée à la bibliothèque, elle texte son père pour lui dire que l'entretien s'est très bien passé avec Alpha Pi Omega. Elle est très contente. Puis, à 23h30, les deux, Karena et Faith, repartent de la bibliothèque. Elles arrivent chez elles vers minuit et elles décident que la soirée n'est pas finie. Elles veulent faire la fête. Elles se préparent et à minuit 40, on peut les voir rentrer dans le club The Thrill. Cette discothèque est très connue à Chapel Hill parce qu'elle accepte les mineurs, c'est-à-dire les gens de moins de 21 ans, malgré le fait qu'ils vendent de l'alcool. Mais ils espèrent que les jeunes de moins de 21 ans qui n'ont pas le droit de boire de l'alcool aux États-Unis ne feront que danser. Du moment de leur arrivée à minuit 40, donc maintenant on est le 7 septembre, jusqu'à leur départ, 2h30 du matin, on ne sait pas trop ce qu'elles vont faire. Il y a des caméras de surveillance, mais on ne les reconnaît pas dans la foule. À 2h du matin, Rosario dit à Faith qu'elle ne se sent pas bien. Elle a très mal au ventre. Elle veut rentrer. On peut les voir sortir du club avec 1 ou 2 hommes, on ne sait pas trop. Il est à ce moment-là 2h06 du matin. Dès ce moment-là, les choses commencent à devenir bizarres. Elles arrivent chez elles à 3h du matin, ce qui laisse à supposer qu'elles se sont arrêtées en route. La voisine du dessous entend des bruits sourds et elle sera très spécifique à la police. Elle dira qu'il y en a eu 3 et elle a eu l'impression que c'était quelque chose de très lourd qui tombait au sol. Quelques minutes après 3h du matin, et donc les bruits, la page Facebook de Faith s'ouvre. À 3h40 du matin, Faith texte Brandon Edward. Et c'est bizarre parce que Brandon, c'est l'ex-petit ami de Rosario, sa colocataire. Elle lui écrit « Peux-tu venir ? Elle a besoin de toi plus que tu ne peux imaginer. S'il te plaît, dis-lui que tu tiens à elle. » Plusieurs minutes après, Brandon répondra « Qui a envoyé ce message ?» Il ne reconnaît pas le numéro. Vers 4h du matin, Faith envoie son dernier texto. Et c'est à Ty McNeil qu'elle envoie, un ancien petit ami. « Je sais que tu es probablement en train de dormir, mais je veux te dire que je t'aime. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à toi. » Et ça, c'est intriguant parce que Faith a un petit ami avec qui tout se passe très bien. Ce soir-là, il était dans sa sororité en train de faire la fête. Quant à Rosario, elle en a pas fini de faire la fête. Malgré le fait qu'elle avait mal au ventre quand ils étaient à The Thrill, au club, maintenant elle a envie de sortir. Et pour ça, elle appelle son ex-petit ami, Brandon Edwards, qui ne lui répondra pas. Donc elle appelle Jordan McCreary. Lui, c'est la star de football, de soccer de l'Université de Caroline du Nord. Et il répond. À 4h25 du matin, Rosario sort de l'appartement. Jordan vient la chercher avec sa voiture. Quand elle est partie, Rosario n'a pas fermé à clé la porte de l'appartement. Le 7 septembre, quand Rosario se lève vers 10h du matin, elle se demande comment elle va rentrer chez elle. Elle appelle Faith, mais elle ne répond pas. Donc, elle appelle une autre amie, Marisol Rangel, qui est d'accord pour la ramener jusqu'à son appartement. Elle vient la chercher et quand elles arrivent au complexe d'appartements, elles s'aperçoivent que la voiture de Faith est garée devant leur immeuble. Quand elles montent les escaliers pour arriver à l'appartement, les deux se disent que c'est bizarre qu'elle n'ait pas répondu à son téléphone. En ouvrant la porte, Rosario part directement dans la chambre de Faith et elle la trouve. Elle est inconsciente sur son lit. Ce qui terrifie le plus Rosario, c'est qu'il y a du sang partout. Elle la touche un petit peu, ce qui fait que sa tête à Faith part vers le côté, vers le bord du lit. Sinon, elle était allongée sur le dos, nue, avec un simple t-shirt noir qui est retourné sur sa tête. Rosario appelle 911. Dial 911, where is your emergency? I just walked into my apartment and my friend is like she's unconscious. Quand les policiers investissent les lieux, ils font sortir Marisol et Rosario de l'appartement. Ils se rendent près de Faith. Quand ils retirent le t-shirt qu'elle a sur le visage, ils s'aperçoivent qu'elle a été battue. Il y a du sang partout et des hématomes.
À côté du lit, par terre, il y a un tampon hygiénique sanguinolent. À côté de Faith, il y a un sac en carton blanc avec une note dessus. Une note bizarre. Le texte est écrit en majuscule. Je ne suis pas stupide. Puis il y a une injure qui commence par sale et qui finit par hop. Et le dernier mot, c'est jaloux ou jalouse. Cette poche en carton semble provenir d'un driving qu'il y a à Chapel Hill, qui est très connu, qui s'appelle le Time Out. Et de suite, il pense que les filles, en sortant de la discothèque, se sont arrêtées sur le chemin au Time Out pour prendre à manger à emporter. Dans ce petit snack au Time Out, il n'y a pas de vidéosurveillance. Près du sac, sur le lit, dans les draps, les policiers trouvent une bouteille de rhum, saveur pêche. Elle est vide, il y a du sang dessus. Et de suite, les policiers pensent que c'est l'arme du crime. Les policiers remarquent que dans le téléphone de Faith, il y a un enregistrement aussi, vers 1h23 du matin. Les policiers doivent appeler aussi les parents de Faith. Ils vont leur dire qu'ils pensent que leur fille est décédée. Mais Connie dira « Non, non, vous vous trompez, c'est sûr, c'est pas ma fille » et elle raccrochera. Elle ne veut pas y croire, elle veut encore rester quelques minutes, l'esprit tranquille et le cœur en paix. Dès le début de l'enquête, les policiers s'aperçoivent qu'ils ont énormément de personnes à interroger. Il y a tous les étudiants qu'elle fréquente, les personnes qui sont connectées avec elle sur les réseaux sociaux, une tribu indienne, les gens qui sont allés en boîte de nuit ce soir-là au Frill, et aussi trouver toutes les personnes qui ont fréquenté le Time Out. Et le médecin légiste donnera son rapport. La cause de la mort, c'est un traumatisme crânien sévère. Il y a aussi beaucoup de coupures et d'hématomes au niveau des mains et des avant-bras, et aussi des cuisses. Faith s'est débattue, et sous ses ongles, il y a du sang. Et à l'intérieur de la main, au niveau des doigts, il y a des brûlures. Durant le kit 2, qui sera pratiqué sur Faith, les policiers obtiendront du sperme et donc un ADN. Dans la chambre aussi, il y a de l'ADN partout. Dans le rapport de toxicologie, il est marqué qu'il y a très peu d'alcool dans le sang de Faith. Ce sont des traces. Elle a à peine bu ce soir-là. Les policiers de suite essaient de comprendre ce qui a pu se passer. Il n'y a pas eu d'effraction. Et c'est normal parce que la porte n'était pas fermée à clé. Mais comment le tueur aurait pu le savoir? Et comment le tueur aurait pu savoir qu'elle était seule aussi? Il pense alors que quelqu'un pouvait épier les jeunes filles. La première personne qui est interviewée par la police, c'est Rosario. Elle ne dira pas grand-chose aux inspecteurs. Rosario explique que vers 3h40 du matin, elle était dans le salon, elle ne savait pas quoi faire, elle n'avait pas envie de dormir. Elle pense qu'à ce moment-là, Faith était en train de dormir, elle, dans sa chambre. Elle a donc appelé Jordan pour qu'il vienne la chercher. Elle voulait continuer à faire la fête avec lui. Au moment de partir, de sortir de l'appartement pour rejoindre Jordan, elle s'est mise à chercher les clés. Elles n'ont qu'une paire pour deux. Et elle a eu peur de réveiller Faith en cherchant les clés. Donc, elle est partie en laissant la porte ouverte. À propos de Eric Tacoy Jones, son ancien petit ami, l'homme violent, elle dit qu'il n'avait plus le droit d'approcher l'appartement et c'est ce qu'il a fait. Mais Eric habite dans le même complexe d'appartements. Et quand cet interrogatoire de Rosario est fini, les policiers sont toujours au même point. Mais ils se penchent sur Eric Tacoy. Ils se rendent compte que le lendemain de la mort de Faith, Eric a été l'un des premiers interviewés par les journalistes locaux. Et il dira à la télé que Faith était une personne douce, généreuse, gentille. Ce qui est bizarre parce que Eric Tacoy ne pensait pas ça du tout. Du moins, c'est pas ce qu'il disait à ses amis. Et quand il regarde ses réseaux sociaux, il se rend compte aussi qu'il est vraiment louche, Eric Tacoy. Notamment 2-3 jours avant le meurtre, il écrira « Mon Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés et de ce que je vais commettre. Protège-moi de toutes ces filles qui ne me méritent pas et de celles qui souhaitent ma mort aujourd'hui. » En plus, quelques heures avant le décès de Faith, il a écrit à un ami « Pardonne-moi pour ce que je m'apprête à faire. » Les policiers fouillent son appartement, sa voiture. Et aussi, ils l'interrogent. Mais ils ne trouvent rien d'incriminant. Eric Tacoy était à une soirée dans le complexe d'appartements ce jour-là. Et quand c'est le moment pour Eric Tacoy de donner son ADN après l'interrogatoire, il est hésitant. Il veut demander un avocat pour ça. Au bout de quelques jours, il donnera son ADN.
et il ne correspond pas au meurtrier. Ils interrogent aussi Alex Demery, le petit ami de Faith. Il a un alibi et son ADN ne correspond pas à l'ADN du criminel. Il y a aussi Ty McNeil qui se présente au poste de police. C'est lui qui a reçu le texto de Faith, celui où elle lui dit qu'elle l'aime. C'est son ancien petit ami, mais pour lui, ce n'est pas elle qui a écrit ça, ce n'est pas possible. Jamais Faith ne lui aurait écrit ça. Il savait qu'elle était en couple et elle aimait Alex Demery. Il donnera son ADN, mais il ne correspond pas. En tout, les policiers récolteront 350 ADN, tous des proches de Faith, mais aucun ne correspond. La famille Hedgepeth pensait que cette enquête, tout comme la police, allait se résoudre très vite, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ils embauchent un détective privé, Hunter Glass. Et puis l'université, la tribu indienne Aliwa Saponi. Le gouverneur de Caroline du Nord aussi propose une récompense à quiconque aiderait à l'arrestation du meurtrier. Dans cette affaire qui n'est jamais devenue un cold case. C'est toujours une affaire en cours. C'est très difficile en fait d'avoir tous les petits détails de ce qu'a fait tout le monde. Et les journalistes ont porté plainte parce qu'il y avait une non-diffusion des informations. Et pour eux, cela amène à la mort de l'enquête. Si on ne peut pas en parler, elle peut de suite être fermée. Et certains renseignements que je vous raconte aujourd'hui vont être révélés. En 2016, 4 ans après le meurtre, les policiers rendent public un portrait robot qui a été fait grâce à l'ADN. Cette image pourrait ressembler au tueur. Le laboratoire qui a créé cette image pense que l'individu est de type latino, hispanique, qu'il a les cheveux sombres, les yeux noisettes foncés, en forme d'olive. Et pour eux, il est jeune, il a le même âge que Faith. Quant aux policiers, ils n'arrêtent pas de demander au public s'ils reconnaissent ce portrait robot. Mais personne n'appelle. Et pendant les années qui passent, Karena Rosario ne parlera jamais à la presse. Elle ne fait pas parler d'elle, elle change d'état. Et elle est introuvable sur les réseaux sociaux. Karena Rosario est devenue un fantôme. Les policiers, pendant toutes ces années, eux, vont se pencher sur les 3 points qui les intriguent le plus. Le premier, c'est l'étrange appel téléphonique au 911 de Karena Rosario. Parce que pour eux, cet appel ne tourne pas rond. Il dure en tout 8 minutes. Et pendant ce temps-là, jamais elle ne prononcera le nom de sa copine, Faith. Jamais. Elle décrira toute la chambre, tout ce qu'elle voit. Mais elle ne parlera jamais de la note qu'il y a sur le lit, qui est une des premières choses que les inspecteurs ont vues en rentrant dans la pièce. Ils sont aussi étonnés par le ton qu'elle a durant l'appel. Elle est triste, mais elle n'est pas paniquée ou terrorisée. Et puis les voisins, quand ils vont la voir sortir de l'appartement, sont étonnés parce qu'elle a une attitude très calme, très sereine. Ils ne comprendront pas que quelqu'un vient de mourir. Et puis il y a un autre point. Rosario ne voudra jamais aider son ami. Jamais. Listen to me. Is she breathing? I don't know. You need to check and see. Is she breathing? I don't think so. Okay, listen to me. There's blood everywhere. Elle l'a fait basculer une fois avant d'appeler le 911, mais elle ne veut plus la toucher. Elle ne veut pas faire de réanimation. Elle n'enlève pas non plus le t-shirt qui recouvre le visage de Faith, qui est un des premiers réflexes normalement. Et donc, Rosario n'aidera jamais son amie. Elle ne sera donc pas en mesure de dire si Faith est morte ou pas. Mais ce qui choque le plus les policiers, l'appel téléphonique donne l'impression que Rosario est seule. Sauf qu'elle n'est pas seule. Il y a Marisol avec elle. Tout ce que Rosario n'a pas voulu faire, elle aurait pu demander à Marisol de le faire. She's not moving. Okay, ma'am, we need to find out if we can help her or not. Okay, kneel next to her and look in her mouth for food or vomit. Tell me something. Et ça, les policiers ne se l'expliquent pas. Ils ne comprennent pas ce qui s'est vraiment passé. Il y a même des rumeurs, ce sont des rumeurs qui disent que c'était Marisol au téléphone et non pas Rosario. Le fait aussi que Rosario a voulu partir de la boîte de nuit parce qu'elle se sentait pas bien et qu'ensuite elle a continué la fête, pour eux c'est étrange. Et le plus étrange, c'est qu'elle ait laissé la porte d'entrée ouverte. Et ça, pour quelqu'un qui a subi des violences domestiques, qui a été harcelé par quelqu'un qui essayait de pénétrer dans sa maison, pour la police, ce n'est pas habituel. Et cette affaire, elle est comme ça.
Tous les faits n'arrêtent pas de se contredire. Et puis il y a l'enregistrement bizarre retrouvé sur le téléphone de Faith. Cet enregistrement s'est fait par inadvertance. Il dure en tout 3 minutes. Quand on l'écoute comme ça à l'oreille, on ne comprend strictement rien. Les policiers l'avaient mis un petit peu de côté. Et quand ils ont sorti toutes les preuves publiques, c'est une grande chaîne de télé qui a décidé de faire analyser cet enregistrement par un spécialiste réputé du son. Cet homme, Arlo West, va y passer des heures. Et en 2016, ce spécialiste pense avoir décrypté la totalité de la conversation, qui en fait, pour lui, est une dispute. Cet enregistrement a été fait normalement entre 1h23 du matin et 1h26 du matin, soit en boîte de nuit. Mais pour Arlo West, ce n'est pas possible parce que dans cet enregistrement, il n'y a pas de basse, de musique, de synthétiseur. Il y a bien une mélodie à un moment donné, mais pour lui, c'est une personne qui parle. Dans cet enregistrement, il dit qu'il n'y a que 3 personnes. 2 femmes, dont Faith, et un homme. Et le spécialiste en audio dit que l'on peut entendre Faith dire « Pitié, mes mains me brûlent ». L'homme parle et dit « Je vais les détacher ». Et puis Arlo West, le spécialiste, dit qu'elle n'arrête pas de demander de l'aide. La fille inconnue, elle est en train de mourir. Et l'homme lui répond « Fais-le quand même ». Et ensuite, il y a une longue conversation entre la fille inconnue et l'homme. Petit à petit, la fille s'énerve. Et pour Arlo West, il y a 2 noms qui ressortent, Rosie et Eric. Les spécialistes de l'audio du FBI vont analyser la bande et être d'accord avec Arlo West. Mais pour les policiers, il y a un problème, c'est l'horodatage. L'enregistrement a été fait à 1h23 du matin et à ce moment-là, elle est filmée en boîte de nuit. Mais pour le spécialiste Arlo West, il n'y a aucun doute, cet enregistrement n'a pas été fait en boîte de nuit. Il n'y a aucun bruit en fond. Les 3 personnes étaient seules dans une pièce. Pour lui, il y a eu une erreur lors de l'horodatage et cela arrive sur les enregistrements audio. Cet enregistrement a eu lieu dans l'appartement de Faith et Rosario, au moment où elle était en train de mourir. Mais le spécialiste audio n'est pas policier et il est impossible de prouver que l'horodatage est incorrect. Et ensuite, il y a un autre problème dans cette histoire, cette note énigmatique. Quand les policiers trouvent cette note, dans la chambre de Faith, il y a du papier partout. Pourtant, la personne qui a écrit dessus a pris le seul papier qui vient de l'extérieur. Les policiers se demandent si la note n'aurait pas été écrite en chemin entre le time-out, le restaurant, et l'appartement. En plus, ce papier blanc est immaculé. Il n'y a pas une trace dessus de sang. Rien. Par contre, ils ont retrouvé le même ADN sur le papier que dans Faith. Les experts en graphologie disent que la personne qui a écrit cette note n'a pas utilisé sa main dominante, sans doute pour essayer de tromper les policiers. Et puis pour les policiers, il y a un contraste entre cette scène de crime qui est violente, enragée, et le temps d'écrire une note sans mettre de sang dessus, tout en pensant qu'il faut écrire sans que l'écriture soit reconnue. On n'est plus dans un meurtre désorganisé. Et puis la police se questionne à propos de cette note. Quel est le but de la laisser avant de partir? De la laisser en évidence comme ça? Parce que le meurtrier, si c'est lui qui l'a écrite, il s'incrimine, il donne le motif, la jalousie. Les policiers en sont là quand en 2021, ils font leur première arrestation. Et contre toute attente, la personne qu'ils inculpent ne figurait pas sur la liste des suspects. Ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Et l'ADN qui correspond avec celui trouvé sur la scène de crime appartient à Miguel Enrique Oliveras. Il a 28 ans. Il est inculpé pour connexion avec le meurtre de Faith Edgepeth. L'ADN retrouvé sur le kit 2 et sur le sac blanc, plus la pomme de main qu'il y a sur la bouteille de rhum, correspondent à celle de Miguel. Jusqu'alors, les policiers n'avaient pas en banque son ADN. Mais un mois auparavant,
Une personne de la famille de Miguel s'est fait arrêter pour excès de vitesse et alcool au volant. L'ADN de cette personne a été récupéré par la police. Et cet ADN partageait assez d'informations génétiques pour que les policiers puissent faire le lien avec l'affaire Edgebeth. Ils ont interrogé la famille et sont tombés sur Miguel. Les policiers fouillent l'appartement de Miguel. Ils trouvent 6 téléphones et un laptop. Ils espèrent que Miguel aurait conservé des éléments de son crime. Miguel Enrique Oliveira est arrivé sur le sol américain du Guatemala en 2010, soit 2 ans avant le meurtre de Faith. Il est ensuite devenu peintre en bâtiment. Depuis son arrivée aux États-Unis, il vit dans la ville de Durham, à 20 km de Chapel Hill. En 2012, lors du meurtre de Faith, il avait 19 ans, le même âge qu'elle. En janvier 2022, il est mis en état d'arrestation et inculpé pour le meurtre de Faith. Il n'a pas eu droit à une caution. Il est en prison. Son avocat n'a pas pris la parole. On n'en sait pas plus sur Miguel Oliveras. Il y a juste une petite chose, c'est que lors de son audience, il a eu besoin d'un traducteur. Parce que Miguel ne parle pas très bien l'anglais. Alors que maintenant, ça fait 12 ans qu'il est aux États-Unis. Et donc les policiers se disent qu'en 2012, est-ce qu'il aurait pu écrire cette note? Et les experts en doutent parce que la contraction qu'il y a au début est difficile pour les étrangers. Les policiers ne parlent pas aux journalistes de cette affaire, mais elle n'est pas fermée. Le détective privé de la famille Edgebeth dit que le nom de Miguel Enrique Oliveira est ressorti une fois. Il y a eu une soirée le 6 septembre dans un autre appartement et apparemment Miguel y était. Mais ce qui est sûr, c'est que la police aux États-Unis, même si elle pense savoir qui est le coupable, si elle n'a pas l'aval du procureur, ils ne peuvent pas l'arrêter. Et le procureur ne donne son aval que s'il peut gagner un procès. Cela fait que parfois, il y a des gens qui sont arrêtés des années après le meurtre, quand ils sont sûrs de pouvoir l'inculper. Dans cette affaire de 2012 à 2022, je suis persuadée que les policiers étaient sûrs de qui étaient les coupables, mais ils n'avaient pas assez de preuves. Et voilà que maintenant ils ont un individu qui tombe auquel ils ne s'attendaient pas. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête que Rosario est impliquée dans cette histoire. Peut-être parce qu'elle ne s'est jamais défendue publiquement. Mais il y a 2 choses qui me gênent. Son appel au 911 et surtout cet enregistrement. L'enregistrement qui aurait dû être fait à 1h23. Ça, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Et voilà, c'était l'histoire triste de la belle Faith Edgebeth. Et j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi, que vous ne connaissiez pas cette histoire. Mais sinon, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.